Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va commencer par le premier cours de la physiologie de tube digestif. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse bien sûr aider le maximum des étudiants et on commence. Donc, il y a une petite introduction en ce qui concerne cette physiologie. Le tube digestif est un canal alimentaire lent avec des glandes associées. Donc, bien sûr, le canal commence par la cavité buccale qui se poursuit par l'œsophage, puis il y a l'estomac, après il y a l'intestin grêle, après il y a le côlon qui se termine par le rectum et l'anus. Et pour les glandes associées, il y a les glandes salivaires au niveau de la cavité buccale et il y a le foie avec la vésicule biliaire, le pancréas et c'est ça. La digestion. Donc, on va voir une dégradation mécanique et une autre chimique. C'est quoi une dégradation mécanique? Une dégradation mécanique, ça veut dire la segmentation d'un aliment qui a une grande taille à plusieurs segments de petite taille. Et pour la dégradation chimique, ça veut dire l'hydrolyse et la dégradation d'un aliment ou bien d'une substance à leur entité élémentaire constructive. Par exemple, si on va dégrader une protéine à des acides aminés. Donc, c'est un exemple sur la dégradation chimique. Et pour l'histologie du tube digestif, on peut dire que la totalité du tube digestif est constituée des mêmes couches, mais bien sûr avec d'importance qui varie d'une région à une autre. Ça veut dire que le tube digestif de A à Z comporte à partir d'intérieur jusqu'à l'extérieur, d'intérieur vers l'extérieur, la lumière. Donc ici il y a la lumière. Donc il comporte la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et dernièrement la séreuse. Je répète, il comporte la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Et parfois il y a en fait l'interposition d'une autre couche musculaire entre la muqueuse et la musculeuse. Donc dans le tube digestif, il y a ces 4 couches. Mais bien sûr, l'importance de chacune d'elles varie selon la région de tube digestif. Donc, comment le tube digestif fonctionne en général? Ici, il y a un aliment. Il sera dégradé par les dents de la cavité buccale. Puis, ces aliments seront conduits à partir de la cavité buccale jusqu'à l'estomac à travers l'œsophage. Donc l'œsophage, c'est le conduit des éléments de la cavité buccale jusqu'à l'estomac. L'estomac va bien sûr participer également dans la digestion de ces aliments par l'acide qu'elle sécrète. Après, les aliments vont avancer également dans le tube digestif pour atteindre le duodénum. Ici, c'est normalement le pylore. Donc, le pylore, c'est le segment qui s'interpose entre l'estomac et le duodénum. Le duodénum, c'est la partie initiale des intestins grêles. Okay? Donc, au niveau de duodénum, les glandes associées, oui, vont partager leur contenu sécrétoire dans le duodénum. Voilà le pancréas, la vésicule biliaire, le foie. Donc, ils vont tous sécréter leur liquide au niveau de duodénum. Ici, il y aura également la digestion, encore une digestion. Puis, au niveau d'autres portions des intestins grêles, les aliments sont bien simplifiés et bien prêts pour être absorbés par l'organisme, pour être utilisables par l'organisme.
Les aliments qui ne seront pas utilisés par l'organisme seront bien sûr éliminés par le côlon. Et j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que cette pomme de terre est en train de faire ici. Je ne sais pas. Peut-être elle échappe de la cavité buccale afin d'aider le monsieur au œsophage. Bref, on continue. Donc, dans la physiologie digestive, on va aborder 5 phases. Il y a la phase buccale au niveau de la cavité buccale. C'est la première. Puis, il y a la deuxième phase, la déglutition au niveau de l'œsophage. La troisième phase, c'est la phase gastrique au niveau de l'estomac. La quatrième phase intestinale au niveau des intestins grêles. La cinquième, c'est la phase colique. Et la dernière, bien sûr, au niveau du côlon. Commençons par la phase buccale. La phase buccale comporte elle-même 2 phases. Il y a la phase mécanique, la mastication, et la phase chimique, la salivation. On commence par la mastication. La mastication sert à dégrader et ramollir les aliments. Ça veut dire les rendre bien hydratés et bien dégradés. Et assurer la meilleure exposition possible du bol alimentaire à l'amylase salivaire. On sait tous que l'amylase salivaire est un enzyme qui existe au niveau de la salive et qui sert à dégrader l'amidon. Donc, le taux d'amidon dégradé au niveau de la cavité buccale augmente si le bol alimentaire est bien exposé à la salive. Ça veut dire une bonne mastication. Et si on mange doucement, ça veut dire s'il y a suffisamment du temps pour dégrader le maximum possible. Donc, on assure la meilleure dégradation possible de l'amidon au niveau de la cavité buccale s'il y a suffisamment du temps et s'il y a une meilleure exposition du bol alimentaire à la salive. Quels sont les mouvements de la mastication? Donc, il y a des mouvements d'abaissement, ouverture, donc voilà. Abaissement du mandibule veut dire l'ouverture de la cavité buccale. Il y a des mouvements d'élévation, l'élévation également du mandibule ou bien de la mâchoire veut dire la fermeture de la cavité buccale. Des mouvements de latéralité, c'est montré là, donc latéral gauche ou bien latéral droite, ici c'est latéral gauche. Mouvement de pulsion, il y a l'antépulsion et la rétropulsion. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour l'antépulsion, voilà, l'antépulsion, c'est si le mandibule déplace au niveau de l'os maxillaire, voilà l'os maxillaire, si le mandibule se déplace en avant de l'os maxillaire, ici il s'agit d'une antépulsion. Rétropulsion, c'est l'inverse, ça veut dire le mandibule se mobilise encore en arrière par rapport à l'os maxillaire. Et en fait, tous ces mouvements sont assurés grâce à l'articulation temporomandibulaire. Voilà l'articulation temporomandibulaire. Ça sera entre le mandibule et l'os temporal. Bien, maintenant on va parler de l'aire masticatrice. Le cerveau comporte plusieurs zones, voilà, dont chacune se spécialise dans une fonction, soit dans l'audition ou bien dans la vision, la connaissance, les pensées, la sensibilité, la motricité. Donc la motricité est assurée par ce qu'on appelle le cortex moteur. Le cortex moteur est montré ici en rouge. L'aire masticatrice se trouve dans la base du cortex moteur. Si on va faire une section au niveau du cerveau, c'est ça le schéma. Donc voilà le cortex moteur et voilà la base du cortex moteur qui est correspondante à cette région-là, n'est-ce pas? Ici, on va voir que c'est la région motrice des dents, de la langue, de la mâchoire et c'est correspondant à la mastication en fait. Donc c'est ça l'aire masticatrice. L'aire masticatrice qui se trouve ici va envoyer des motoneurones, des neurones sensitifs. Pardon, ici normalement j'arrive à dessiner, pardon.
Mon Dieu, je dis trop, pardon, mais bon. Donc, des motoneurones vers la mâchoire et vers la langue pour assurer leur mouvement. Maintenant, quels sont les muscles masticateurs? Bon, ils sont en nombre de 7. Et ils sont regroupés en 4 groupes. Il y a des muscles élévateurs et il y a des muscles abaisseurs. Élévateurs pour la fermeture de la cavité buccale, abaisseurs pour l'ouverture de la cavité buccale. Donc il y a des élévateurs antépulseurs qui assurent à la fois l'élévation et l'antépulsion. Il y a des élévateurs rétropulseurs. Il y a des abaisseurs antépulseurs. Il y a des abaisseurs rétropulseurs. Donc on va les montrer. Commençons par les muscles élévateurs. Le muscle masséter, le ptérygoïdien interne et le muscle temporal. Voilà le muscle masséter avec ses deux chefs, superficiel et profond. Le muscle ptérygoïdien interne. Voilà. Et le muscle temporal au niveau de l'os temporal. C'est facile, non? Et c'est ça. Maintenant, pour les muscles élévateurs antépulseurs. Oui, c'était montré, mais ici, on va les montrer dans les mouvements d'antépulsion précisément. Donc, voilà, mouvement d'antépulsion. Voyons. Voilà, d'antépulsion. Ok, c'est assuré par le muscle masséter et le muscle ptérygoïdien interne. Voilà. Voilà. Maintenant, les muscles élévateurs rétropulseurs. En fait, il y a un seul qui est le muscle temporal. C'est montré ici comment le muscle temporal fonctionne dans le mouvement de rétropulsion. Voyons comment la contraction du muscle temporal assure le mouvement de la mâchoire en arrière de l'os maxillaire. Voilà, contraction et rétropulsion. Ok. Maintenant, on va parler des muscles abaisseurs. Pour les muscles abaisseurs, il y a le muscle ptérygoïdien externe, le muscle digastrique, le muscle mylo-hyoïdien et le muscle gynio-hyoïdien. Voilà, mouvement d'abaissement. Le muscle ptérygoïdien externe, le muscle digastrique. Voilà. Muscle digastrique, ça veut dire la contraction du muscle digastrique assure l'abaissement de la mâchoire. Le muscle mylo-hyoïdien. Voilà. Et le muscle gynio-hyoïdien. Voilà. Maintenant, les muscles abaisseurs antépulseurs, le muscle ptérygoïdien externe. Voilà. Ptérygoïdien externe lors de l'antépulsion. Et les muscles abaisseurs rétropulseurs. Ici, c'est juste le digastrique qui est montré ici dans la rétropulsion, mais il s'agit d'un même principe. Ce qui est essentiel, c'est d'apprendre une idée. Voilà, le muscle digastrique. Comment la contraction du muscle digastrique va pousser la mâchoire en arrière. C'est ça la rétropulsion, ok?
Maintenant, on va aborder le rôle des éléments de la cavité buccale. Pour les dents, ça sera de sectionner le bol alimentaire en plusieurs morceaux. Et pour la langue, ça sera remuer les aliments. Dans la cuisine, lorsqu'on mélange une pâte par exemple et on l'inverse plusieurs fois et de plusieurs côtés, donc pour la langue c'est la même chose, c'est le même principe. Et pour les joues, c'est pour le maintien du bol alimentaire à l'intérieur de la cavité buccale. À la fin de la mastication, il y aura des récepteurs sensoriels dans la muqueuse buccale qui vont informer les centres supérieurs sur l'état du bol alimentaire. Est-ce qu'il est bien dégradé? Est-ce qu'il est bien ramolli? Est-ce qu'il est prêt pour subir la déglutition ou pas? Et si oui, il y aura donc la déglutition qui est la deuxième phase. Maintenant, on va parler de la phase chimique. On est toujours dans la première phase là. Pour ne pas confondre, c'était juste une notion de la déglutition. Donc, pour la phase chimique, on va parler de la salivation. Le volume quotidien de salive, c'est de 1000 à 1500 ml par jour. La sécrétion de la salive augmente lors de l'alimentation, et c'est logique. Les glandes salivaires. Il y a des glandes principales et il y a d'autres accessoires. Pour les glandes principales, il y a la glande parotide qui se trouve en arrière des joues, c'est proche des oreilles. Donc voilà la glande parotide qui est munie d'un canal, c'est le canal de Sénon. La glande submaxillaire, voilà la glande submaxillaire qui est munie d'un canal de Wharton. Et dernièrement, la glande sublinguale, voilà, avec le canal de Bartholine. Le canal de Wharton sera donc dans la face interne des joues. Il s'abouche dans la face interne des joues. Et pour les deux canaux de Wharton et de Bartholine, il s'abouche dans le plancher de la cavité buccale. Voilà, c'est ça le plancher. Et c'est ça l'abouchement des canaux. Pour les glandes accessoires ou bien les glandes labiales, ce sont de très petites glandes qui se trouvent dans la muqueuse de la cavité buccale. La sinus présente l'unité fonctionnelle de la glande salivaire et il comporte plusieurs types de cellules. Donc les cellules acineuses sont les cellules séreuses ou bien zymogènes, les cellules à mucus et les cellules myoépithéliales ou canaliculaires. Les cellules séreuses sont montrées ici en bleu. Ils sont responsables de la sécrétion hydroélectrolytique. Ça veut dire d'eau et des électrolytes comme le sodium, le chlore, le potassium, et les bicarbonates. Et pour les cellules à mucus, qui sont montrées ici en jaune, ils sont responsables de la sécrétion des mucines, tandis que les cellules myoépithéliales, qui sont ici montrées en blanc, ne possèdent pas une fonction sécrétoire, mais une fonction conductrice. Ils sont responsables de la conduction de la salive vers la cavité buccale à partir de la partie sécrétoire de la sinus jusqu'à la lumière de la cavité buccale où les sécrétions fonctionnent, font leur rôle. Maintenant, pour la composition de la salive, on va aborder la composition hydroélectrolytique et la composition organique. Commençons par la composition hydroélectrolytique. En fait, la salive est composée essentiellement de l'eau. On peut dire que 95% de la salive est un H2O. Mais bien sûr, ce n'est pas constant parce que ça dépend de l'état d'hydratation de l'organisme. Si l'organisme est bien hydraté, la portion d'eau dans la salive reste toujours aussi importante. Mais si c'est l'inverse, s'il y a un problème de déshydratation dans l'organisme, il y aura bien sûr une diminution de cette portion d'eau dans la salive.
Donc, ici, il y aura comment on va dire ça? Donc, les ions comme le sodium, le potassium, les bicarbonates et le chlore passent à travers cette paroi à la lumière de la sinus. Donc, la composition ici et ici, c'est un vaisseau sanguin. Ok, donc c'est un vaisseau sanguin. Donc, la composition du liquide qui se trouve ici et de la plasma sanguine, c'est similaire, c'est la même. C'est la même. Mais après, c'est la salive primitive, pour ne pas oublier. Donc après, lorsque la salive commence à être définitive, il y aura l'absorption active du sodium et du chlore de la part du sang et la sécrétion du potassium et des bicarbonates. Et je vais mentionner que les cellules conductrices et canaliculaires sont imperméables à l'H2O. Ça veut dire que le passage du sodium ici ne sera pas accompagné par l'H2O comme d'habitude. Parce que on sait tous que dans l'organisme, le passage du sodium est toujours accompagné par le passage de l'H2O. L'H2O suit toujours les mouvements d'H2O, suivent toujours les mouvements du sodium. Mais ce n'est pas le cas ici. Parce que les cellules épithéliales sont imperméables à l'H2O. Qu'est-ce qu'il passe donc? Il n'y a pas le passage de l'H2O, donc l'H2O reste important ici, donc ça sera un liquide qui est hypotonique. Qu'est-ce que veut dire hypotonique? Ça veut dire une concentration qui est moins importante. Donc ici, la salive primitive, elle est isotonique, tandis qu'ici, la salive définitive, elle est hypotonique parce qu'il y a trop d'eau par rapport à la concentration des ions qui se trouvent dans cette quantité d'eau. Donc c'est isotonique, hypotonique, primitif, définitif. Ok? Pour la composition organique, il y a les enzymes, il y a les mucines et il y a les immunoglobulines. Pour les enzymes, il y a l'amylase salivaire, il y a l'hypase salivaire et il y a l'isozyme. Pour l'amylase salivaire, c'est un glycoprotéine qui sert à dégrader l'amidon soit à maltose ou bien glucose ou bien dextrine. Dans un pH qui est égal à 2,6 à 7, ça veut dire dans un milieu neutre, comme dans la cavité buccale. Et il y a l'hypase salivaire qui dégrade une portion des triglycérides. Et dernièrement, il y a l'isozyme. Cette enzyme présente un antiseptique, ça veut dire un antibactérie qui sert à assurer la défense contre les bactéries au niveau de la cavité buccale. Pour les mucines, c'est un glycoprotéine qui donne à la salive sa viscosité. C'est ça ce qui va rendre la salive visqueuse. Et pour les immunoglobulines, il y a des IgM, des IgG et des IgA sécrétoires pour la protection du type digestif des bactéries. Le rôle de la salive. Donc c'est simple. Il y a la lubrification du bol alimentaire, bien sûr, la dégradation de l'amidon grâce à l'amylase salivaire, une fonction gustative du goût, parce que la salive va dégrader ou bien va solubiliser les particules ou bien ces petites substances de goût qui sont responsables de donner le goût au bol alimentaire. Donc la solubilisation de ces petites particules va donner le goût au bol alimentaire. Le rinçage de la bouche, ça veut dire le lavage de la bouche, et un rôle antiseptique, antibactérien grâce au lysozyme. Maintenant, on va parler des pathologies salivaires. Commençons par l'hyposalivation, comme dans le syndrome de Gougeroux-Sjogren. Dans ce syndrome, qui est en fait une maladie auto-immune. C'est quoi une maladie auto-immune? C'est lorsque l'immunité d'un sujet attaque son corps.
ça veut dire l'humidité d'une personne va attaquer son propre corps. Dans le syndrome du Kujiro-Sjokren, il y aura la sécrétion des anticorps qui sont dirigés contre la glande lacrymale et les glandes salivaires, les glandes vaginales, les glandes cutanées, ce qui va causer un dysfonctionnement de ces glandes qui sont responsables de l'hydratation des différentes parties du corps, ce qui va causer enfin une sécheresse. Donc, comme dans la cavité buccale, il y aura la sécheresse à cause d'une hyposalivation. Et pour l'hypersalivation, c'est remarqué lors des infections buccales. Pour le contrôle nerveux, il y aura bien sûr l'intervention du système parasympathique et du système sympathique. Le système parasympathique simule une sécrétion abondante qui est plus ou moins importante de la salive, mais d'une salive qui est diluée, ça veut dire hypotonique et avec une concentration basse. Tandis que le système sympathique, par une vasoconstriction, va causer une sécrétion moindre de la salive, mais qui est bien concentrée et bien visqueuse. Pour la salivation, comment ça se passe? Avant d'expliquer tout ça, je vais mentionner que pour les noyaux salivaires, il y a des noyaux salivaires supérieurs et d'autres inférieurs. Les noyaux salivaires supérieurs vont simuler les sécrétions des glandes submaxillaires et sublinguales par l'intermédiaire du nerf facial, tandis que les noyaux salivaires inférieurs vont simuler les sécrétions de la glande parotide et des glandes labiales par l'intermédiaire du 9e nerf crânien qui est le nerf glossopharyngien. Je répète, il y a les noyaux salivaires supérieurs, inférieurs, donc supérieur, 7e nerf crânien, nerf facial, les glandes submaxillaires et sublinguales. Noyau salivaire inférieur, le 9e nerf crânien, le nerf glossopharyngien, les glandes parotides et labiales. Maintenant, lorsqu'il y a une prise alimentaire, lorsque le bol alimentaire entre à la cavité buccale, il y aura la stimulation des mécanorécepteurs et des chimiorécepteurs, bien des chémorécepteurs, qui vont stimuler les noyaux salivaires au niveau du tronc cérébral. Les noyaux salivaires du tronc cérébral vont stimuler, bien sûr, les sécrétions des glandes salivaires par les nerfs qui sont mentionnés, qui ont été mentionnés. Et la stimulation des glandes salivaires va donc causer une sécrétion salivaire. Lorsqu'on voit de la nourriture ou bien lorsqu'il y a des odorats de la nourriture, ça va stimuler le cortex cérébral. Le cortex cérébral va réaliser qu'il y a de la nourriture et cette réalisation va stimuler également les noyaux salivaires du tronc cérébral. Ça veut dire les noyaux salivaires du tronc cérébral peut être stimulés soit par le cortex cérébral, soit par les mécanorécepteurs et les chimiorécepteurs lors d'une prise alimentaire. Et bien sûr, cette stimulation va stimuler de la même façon les glandes salivaires afin d'assurer cette sécrétion salivaire. Avant de terminer, on va parler de l'expérience de Pavlov. Donc, lorsqu'on met de la nourriture devant un chien, il y aura de la salivation parce qu'il réalise très bien qu'il y a de la nourriture grâce à la vision et à l'odorat. Et lorsqu'on fait des sons avec la cloche, il n'y aura pas de la salivation, bien sûr, parce que la cloche n'a rien à voir avec la nourriture. Mais c'est avant le conditionnement. C'est quoi le conditionnement? On va expliquer ça. Pendant le conditionnement, lorsque le chien est en train de manger ou bien de voir de la nourriture, on va faire
un son avec la cloche. C'est comme la liaison, c'est comme faire de la liaison entre le son de la cloche et l'existence de la nourriture. Donc, à chaque fois le chien entend donc la cloche, c'est comme il réalise l'existence d'une nourriture, ce qui va simuler. Donc, à partir de maintenant, à partir du conditionnement, la liaison entre ces deux stimulus, ce qui va aboutir à la salivation à chaque fois le chien entend la cloche. Cette expérience montre l'importance du cortex dans la salivation. Et c'est ça. C'était la première partie de la physiologie digestive. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions ou bien des critiques constructives, s'il vous plaît, laissez dans les commentaires. Et bon courage à vous tous et à la prochaine.